Salut tout le monde, c'est Gingy pour GingyDR, ma rubrique sur le jeu de rôle, et aujourd'hui, on doit parler de l'immersion. Alors, ça fait un moment déjà que je devais faire cette vidéo sur l'immersion, mais comme toutes mes vidéos, j'ai dû quand même faire un gros effort pour apprendre à gérer mon temps, puisque les vidéos étant souvent trop longues. Donc on va essayer de faire quelque chose de rapide, tout en brassant assez large pour laisser une piste de réflexion adéquate. D'ailleurs, c'est une vidéo qui fait un peu écho à la vidéo d'il y a 2 semaines, je crois, une semaine ou deux, de JDR Détresse sur l'immersion, qu'on lui avait posé sur l'immersion hors table. Donc, on va commencer par là. Je pense que ça va être euh, beaucoup plus intéressant et en rentrant progressivement à ce qui se passe autour de la table, on va essayer de voir qu'est-ce qui fait le cœur de l'immersion tout court. Donc, on va commencer par l'immersion en table. Comment ça fonctionne? Alors, l'immersion en table, elle commence déjà par plusieurs choses. La première, déjà, doit commencer par le cœur du JDR, le cœur de son fonctionnement, c'est-à-dire le MJ. Le maître de jeu, c'est lui le réalisateur en quelque sorte, c'est l'arbitre, c'est un peu beaucoup de choses en même temps, hein, à la différence qu'il n'est bien évidemment pas les héros de l'aventure, ne sont pas les PNJ, ne sont pas les héros de l'aventure, ils sont plutôt là pour dresser un univers autour de ces personnes qui sont les joueurs. Mais avant tout, vu que c'est lui qui porte le décor, il doit être le point de pivot important de l'immersion, parce que pour qu'il y ait immersion, il faut déjà qu'il y ait une bonne description. La bonne description, c'est des adjectifs bien utilisés, un travail sur la parole bien gérée et surtout bien répartie équitablement, que ce soit entre certains PNJ entre eux, donc c'est-à-dire la transition hein, entre les PNJ entre eux, mais surtout entre les PJ et les PNJ. Il doit marquer l'interaction d'une scène et aussi en quelque part évoquer le flux de l'histoire par plusieurs biais. Mais cela, c'est quelque chose qui est difficile en soi à faire parce qu'il faut déjà que, surtout si c'est pour passer de PNJ à un autre ou d'un PNJ à un PJ, donc attendre leur réaction, ben souvent ça peut prendre au dépourvu les joueurs si c'est mal maîtrisé. Mais on va s'arrêter un peu sur ce sujet, puisque je pense que vous avez déjà compris de quoi il est question. C'est plutôt une question déjà, vu que c'est lui qui donne le ton, c'est un peu le chef d'orchestre, ben, techniquement, à partir du moment où il donne le ton, de manière implicite ou explicite, euh, c'est le reste vient surtout des réactions des joueurs au moment important. Et donc, on va pas s'étendre plus loin que ça, on va continuer. Quel est l'autre élément? Alors ça, cette notion d'immersion, elle vient aussi de l'imagination. S'il y a le moteur graphique, si je peux me permettre de parler comme ça pour le JDR, c'est l'imagination. Et l'imagination, elle est garnie par bien sûr bien des manières, mais la manière la plus évidente, c'est la culture. Et c'est justement à ce moment précis que j'ai eu du mal à faire les essais précédents. Donc je vais essayer de faire vite. Déjà, il y a la culture étant importante. On parle de plusieurs niveaux de culture. Déjà, la culture au niveau général. Ça arrive rarement, mais surtout dans des JDR, dans des univers contemporains, ça peut vraiment jouer là-dessus. Ou bien si vraiment on parle d'une époque en utilisant des dates clés et justement des événements qui sont arrivés et qui ont bouleversé un peu l'entourage du pays dans lequel se trouvent vos personnages dans ce milieu contemporain, ben finalement ça va structurer votre récit et en gros prendre une part de réalisme pour l'intégrer à la fiction et aussi permettre aux autres de s'immerger plus facilement. Ensuite, il y a d'autres moyens
euh, bien sûr, pour d'autres moyens concernant la culture, parce que ça, c'était au niveau général. Mais après, que se passe-t-il pour le reste? Bon, je pense que on sait tous qu'il y a des gros clichés, mais c'est des gros clichés qui fonctionnent. Le médiéval fantastique dans le JDR, c'est quelque chose qui se fait beaucoup vendre. Donc on va prendre cet axe-là. Alors, dans le JDR d'action médiéval fantastique, il faut connaître les créatures de base de cet univers. Et dans ce cas-là, ben, ça peut être très très difficile pour un joueur qui est complètement étranger à cette pratique, ou qui est étranger à la culture dite collective, les gens diraient sous-culture, mais je suis contre cette expression, ou la culture geek. Donc, par exemple, les créatures tolkiennes de base, les elfes, les nains, les hobbits, les orques ou autre chose, bah, c'est déjà une bonne base. Surtout si vous jouez à des univers qui empruntent beaucoup de cet aspect. Je parle bien sûr des Warhammer, des Donjons et Dragons, et patati patata. C'est important parce que d'une part, ça permet à la personne euh, en dehors de la table de connaître le personnage qui va jouer, savoir quel archétype il va jouer, et bien sûr, il y a encore plusieurs niveaux de culture, puisque il y a l'image de la personne qui est très importante à assimiler, donc il faut savoir garnir avec quelques illustrations. Ensuite, il vient les pratiques des différentes créatures et des différentes ethnies, par exemple les elfes hauts, les elfes noirs, etc., etc. Et à partir de ça, justement, on montre des différences et il faudra lui expliquer les différences si le livre ne le fait pas, le livre des règles ou le manuel du joueur. Ensuite, il vient des habitudes courantes. Pour un joueur qui veut être ERP, qui veut être assimilé, qui veut vraiment assimiler son personnage tel qu'il est, ben probablement que c'est la meilleure chose à faire, c'est de lire sur les informations qui sont données. Si elles ne sont pas données et que certains livres partent du principe que les gens qui jouent à ce jeu sont censés le savoir, ben c'est au MJ d'aider le joueur dans cette démarche. Mais en dépit de tout ça, il pourrait y avoir aussi, et là je pense que ça va intéresser les créateurs de jeux, ceux qui veulent faire quelque chose sortir des territoires connus. Le troisième axe, c'est évidemment euh, la description que vous faites des choses dans l'univers que vous avez créé. Si ça ne ressemble à rien d'autre, euh, ça va être un peu difficile. Moi, je prends un exemple que je connais. Je crois que je l'ai pris parce que j'ai entendu le fait qu'il était un peu spécial, Mechanical Dream, parce que tout ressemble à rien, il y a sa propre unité de temps, les planètes ont un fonctionnement différent, il y a trop de choses, et quand vous faites quelque chose qui est trop différent, ben, en quelque sorte, ça fait sortir la personne de l'immersion. Au passage, quitte à ce que la vidéo fasse quelques minutes de plus, je vais quand même faire une petite parenthèse. Donc, la petite parenthèse, c'est quoi? La petite parenthèse, c'est que j'ai déjà trop souvent entendu ça. Mais je vais expliquer de quoi je vais parler. On va parler un petit peu de l'anthropomorphisme. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas compris la personnification, le concept d'anthropomorphisme. Il en existe plusieurs niveaux, hein. Je pense que vous avez qu'à chercher sur Internet, vous verrez de quoi je vais parler. Mais ça m'a toujours un peu défrisé. Bref, ça a toujours défrisé un peu d'entendre du genre ah oui, mais le personnage de cette race-là, il aime une femme chat, donc en quelque part, est-ce qu'il n'est pas un peu zoophile? Alors, c'est une race à part entière. Si on te dit et si tu vois qu'il a une apparence de chat et que c'est un homme chat, ça ne veut pas dire que c'était un petit chat et que c'est un petit chat toujours. Ça veut dire qu'il a évolué. C'est aussi en quelque part une race à part entière, ou voire même une évolution de cette dite espèce que tu es en train de pointer du doigt. Donc la frontière entre l'humanité et la bête, techniquement, elles sont déjà à peu près au même niveau. Voilà, c'est là où la différence se fait. Le niveau d'intelligence est similaire. Donc, en gros, j'ai un terme même dans le générateur principal que je fais, qui regroupe les créatures avec une intelligence dotée de raison et de logique.
similaire aux humains. J'ai un terme pour ça. Vous, je ne sais pas quel terme vous aurez utilisé, mais moi j'ai le mien. Et du coup, en fait, l'anthropomorphisme sert à raconter pour la plupart du temps des histoires, puisqu'on le découvre souvent par le biais des histoires. Et de ce fait, les animaux, bah, un petit truc que les êtres humains ont l'habitude de faire, c'est de représenter pour représenter un personnage dans une histoire et surtout ses qualités mais aussi ses défauts, ils le personnifient comme les animaux, puisque les animaux, suivant leur plus bas instinct, il y a des choses qui finissent par ressortir par rapport à d'autres. Par exemple, le chat qui est un peu imprévisible, le chien qui peut être loyal, et etc. etc. Si l'anthropomorphisme a déjà été fait à la base, c'est pour que les gens qui, par le biais d'une créature qu'ils connaissent, le voient d'une part sur un nouveau jour, avec des traits humains, et aussi permettre qu'une morale en sorte. Je vais être un peu méchant, juste pas pour cette fois, parce que bon, il y a des fois où je suis quand même un peu méchant, mais l'anthropomorphisme de base a été fait. Par exemple, il y a le coup du oui, mais pour si c'est une femme chat, pourquoi elle a des seins? Alors, je vais régler le souci une bonne fois pour toutes, et je pense que vous le savez déjà. Donc, je vais faire ça. En plus, c'est pas toutes les anthropomorphistes qui font ça, hein. Je vais prendre l'exemple des chats dans Guild Wars 2. On a décidé de mettre des boules ou des apparences très féminines ou masculines à des animaux ou des évolutions d'animaux, parce que justement, il y a des bouffons comme vous qui pensez à ce genre de raccourci, hein, zoophiles comme ça, et que vous n'êtes pas capable d'assimiler une créature telle qu'elle est si elle n'a pas une apparence ou quelque chose d'humain. Voilà. C'était une grosse parenthèse quand même. Mais c'est pas grave. Je pense que vous avez compris un peu de ce que j'ai dit. Et donc, du coup, ce que j'ai pris comme exemple pour la parenthèse, c'est une barrière. C'est une barrière qui fait que, en fait, un des éléments, vu que le moteur graphique c'est l'imagination, ben, la seule limite, ben, ça serait les barrières. Et les barrières, elles sont dues à quoi? C'est à des choses, des concepts, comme par exemple l'anthropomorphisme, qui sert à structurer ou à créer tout simplement une espèce, c'est totalement justifié. Par exemple, dans l'univers que je travaille, hein, dans mon JDR, ben, beaucoup de races étaient des animaux que vous connaissiez, des chiens, des chats comme ça, mais qui ont évolué. Et de ce fait, bah pour éviter justement que des races justement paraissent trop bizarres, j'ai pris volontairement comment dire ça, le point de base de faire de l'anthropomorphisme très très humanisé. Vous voyez, par exemple, comment dire ça, par exemple, des gens qui sont des évolutions des chevaux, ben, ils ressemblent à des humains, sauf que bien sûr, ils ont la robe, hein, donc des poils. Ils ont bien sûr la grande chevelure, des oreilles dressées sur la tête, et aussi, par exemple, comment dire ça, ils ont pu montrer que ils avaient aussi des sabots sur les pattes avant et que finalement ils ont développé des mains, ben leurs ongles sont beaucoup plus épais pour montrer qu'avant ils étaient ongulés à un doigt pour les chevaux. Ces petites barrières ou ces petits raccourcis de récit ou de fiction ou même de narralogie qui peut poser problème aux autres, en dépit du fait aussi, il y a un autre par extension extrême, vous tombez sur des gens qui vous disent ouais mais je n'ai pas d'imagination. Ils ont du mal à, à, à visualiser ça dans leur tête. Et c'est important dans votre nouveau, si vous créez un JDR, c'est important que vous fassiez une description très très claire. Et si vous êtes très très nul en description à l'oral, ben, au moins oui, recopiez à l'écrit. Si l'écrit ne fonctionne pas, trouvez des illustrations. Si les illustrations ne conviennent plus, eh ben, c'est vraiment que soit la personne ne fait pas d'effort, ou qu'il a vraiment un problème avec justement le principe de fiction. Et s'il a ce problème-là, ben, très souvent, ça ne se reporte pas seulement au JDR. Donc, tous ces petits éléments-là sont pour moi les principaux moyens de faire travailler l'immersion. Mais donc, on a parlé de l'immersion par rapport au MJ, on a parlé de la culture, et qu'est-ce qui resterait d'autre en matière d'immersion?
Ben, je dirais aussi le code de langage des personnages. C'est-à-dire, par rapport à leur niveau de vie, changer même de manière assez, je dirais pas alambiquée, c'est quoi le mot? De manière très cliché, voilà, de manière très cliché, ça peut gêner, on dirait que c'est un vieil accent tiré à l'arrache, mais au moins ça donne une piste. Et tous ces éléments-là contribuent à l'immersion. Après, il y a un petit détail que je pourrais rajouter, c'est bien sûr, quand j'ai parlé de culture, j'aurais peut-être dû parler aussi de la culture autour d'un univers bien, bien ciblé. Par exemple, euh, connaître l'univers de Tolkien, savoir les choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Et très souvent, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont découragés parce qu'en fait, on a l'impression qu'on les bride ou qu'ils font tout le temps une connerie quand on leur dit tu ne peux pas faire ça, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'univers. D'où un des conseils que j'avais donné dans une de mes précédentes vidéos. Je crois que c'était le minimum d'exigence dans le JDA, pour un des trucs d'introduction. J'ai dit, il vaudrait mieux que vous ne fassiez pas de JDR sur qui sont des adaptations de médias, de notre média et de l'univers connu. Du moins de l'univers connu de notre média. C'est justement pour éviter ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que si les gens auxquels je parle, ben, ils finissent par voir ma vidéo, ben, techniquement, c'est pas de votre faute. Je pense que l'instruction, elle vient déjà de base. Si vous n'êtes pas trop intéressé, ça ne vous parle pas trop, mais que vous avez décidé de faire un effort, ben, je dirais que le MJ a quand même son boulot à faire. Et sinon, ben, si par exemple il a décidé de vous embarquer dans un JDR d'un univers qu'il connaît alors qu'il savait que les autres étaient réticents, ben, logiquement, vous n'êtes pas en tort. Mais à ce moment-là, d'où le fait que quand vous décidez de créer une tablée, que ce soit le MJ seul de son côté puis recrute des gens, ou que ce soit des groupes d'amis qui décident de se rassembler et d'élire une personne comme MJ, ben, en fait, au final, il vaut mieux choisir dès le départ le JDR dans lequel vous voulez jouer. Et c'est ça aussi qui fait que euh, vous avez aussi de l'immersion. L'univers, il vous a parlé, il vous a évoqué quelque chose de bien, quelque chose de mal, quelque chose qui vous a suscité la curiosité. Est-ce que cet univers-là, comment faire pour évoluer dans cet univers-là? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un personnage comme ça? Moi, je vais donner un exemple récent. Je connais l'univers de Warhammer, par extension, plus Warhammer au 40 000 que Warhammer. En fait, j'ai toujours su que l'univers était fermé, c'est-à-dire que très peu, il y a des races qui s'entendent entre eux, surtout dans l'Empire, hein, mais en dehors, c'est déjà un peu plus compliqué. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais j'aime pas trop je suis quelqu'un qui a un gros sentiment d'universalité, donc du coup, ça m'a gêné un petit peu. Mais ça, c'est ce qui fait que je dis Warhammer, ou surtout Warhammer 40 000, j'ai un problème avec. Mais après, j'ai décidé de m'intéresser à la Bretonnie, j'ai lu le supplément, et en fait, je me suis rendu compte que les hommes qui développent de la magie sont enlevés par des fées, et de ce que j'ai compris, je crois que c'est des elfes, mais les Bretoniens disent que c'est des fées, quand ils viennent à peine de commencer à prononcer le nom de leurs parents. Corrigez-moi si je me trompe. Je me suis dit, mais les filles aussi se font kidnapper, mais elles reviennent. Les hommes ne reviennent pas. Et du coup, je me suis dit, moi personnellement, j'aime pas ce genre de pays où en fait il y a des choses qui sont interdites et pas d'autres, peu importe le type d'univers. Mais quand même, ça n'a pas empêché que j'ai pu créer une bonne histoire à partir d'eux. Parce que dans cet univers, j'ai dû créer un personnage, un noble. En fait, c'était un enfant d'un noble qui a envoyé son enfant dans l'Empire pour étudier auprès des sorciers gris. Et ensuite a décidé de revenir avec les armoiries de sa famille qui, elle, même si elle était noble, elle était peu connue. Donc du coup, il a décidé de revenir déguisé en noble. Et du coup, c'est un magicien qui a décidé de prendre la vocation. Donc un ancien lettré qui a décidé de prendre la vocation gentilhomme. Et en même temps, essayer d'aider du mieux qu'il peut sa famille, même si ce n'est pas un enfant légitime, mais en même temps aussi de se battre pour, comment dire ça, pour la quête de sa propre gloire,
mais aussi dans le but d'aider les gens de la manière la plus discrète possible. Et comme son sorcier gris, c'est encore parfait à ce niveau-là. Et le pire, c'est que j'ai choisi les sorciers gris dans l'histoire de personnage avant d'avoir justement euh, décidé, avant d'avoir décidé de choisir la vocation, ce genre de choses. Bon, on est déjà à 20 minutes, donc on va. Donc ce que je voulais vous dire avec cette histoire-là, c'est que l'univers m'a rebuté, mais parce qu'il m'a rebuté, j'avais envie de créer quelque chose, non pas qui fasse une entourloupe à l'univers, qui ne le trahisse pas, mais plutôt qui montre les aventures de quelqu'un qui a un mode de vie hors du commun. Parce que oui, quand on joue à un JDR, on veut être des héros. Donc ne rejetez pas des JDR que vous disiez, ouais, non, mais il se peut que ça ne me plaise pas ou qu'il y a deux, trois éléments qui vous gênent. Au contraire, peut-être que c'est là que ça va révéler quelque chose par rapport à votre façon de gérer un personnage. Bon, je crois qu'on a abordé tout ce qu'il fallait concernant l'immersion. Comme vous voyez, j'ai donné des exemples, j'ai donné deux, trois péripéties pour expliquer certaines choses, une petite parenthèse, mais en fait, la conclusion, elle va être très très pas nuancée, mais elle va être un peu ouverte. Et d'ailleurs, majoritairement ouverte, parce que finalement, l'immersion, c'est quelque chose qui prend en compte tous ces éléments. Mais même en les mélangeant, en passant par-dessus certaines choses, des fameuses barrières dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la barrière de l'univers, de la perception de certaines choses, de certains concepts de narration ou de création d'univers, et bien d'autres, hein, des problèmes d'imagination, ben, en fait, il y a une des choses qui peut être contre-immersif, c'est le rapport entre la gestion du, euh, la gestion du JDR en dehors des conflits et dans les conflits. Et comme la plupart du temps, les conflits qui sont souvent vus dans les JDR, surtout les JDR d'action fantastique, euh, ou autres, ben, c'est souvent le combat, ben, ça fait que le système aussi structure l'univers dans lequel vous êtes. Donc il faut qu'il y ait un accord entre les deux. Bien évidemment, tous les JDA ne traitent pas forcément de combat, mais si le système de résolution et de jeu de résolution n'a pas l'air de concorder à l'univers dans lequel vous êtes, surtout s'il est tourné vers la narration, ben, ça peut tout simplement être une contre-immersion assez violente. La chose que je voudrais rajouter aussi par rapport à ça, c'est que finalement, après tout ce qui a été tout ce qui a été fait en matière de JDR, ben finalement, euh, il faut, en tant que créateur, c'est un conseil que j'ai à vous donner. Si vous pouvez faire un univers, bien sûr, médiéval, fantastique, contemporain, futuriste, cyberpunk, steampunk et tout, mais il faut que vous preniez en compte un petit quelque chose. Et c'est un petit quelque chose qui va être très souvent rappelé en tant que créateur. Donc, ne confondez pas adversité et combat. L'adversité, c'est ce qui empêche quelqu'un d'avancer. Le combat est souvent un moyen de résoudre, mais c'est pas forcément le cas. Donc, si par exemple dans votre univers, le combat n'a pas trop sa place, en fait, une manière de savoir le fond d'un JDR, euh, avant même de lire le livre de règles, c'est de regarder sa fiche perso. Si votre fiche perso parle déjà de notions de maîtrise de combat humain, escalade, parade secrète, tout ce genre de choses-là, logiquement, ça va orienter le ton que les gens auront de votre jeu dans cette direction, alors que c'est peut-être pas la chose à faire. Je crois que je vais arrêter sur cette conclusion. J'espère que ça vous a plu. Personnellement, parler de l'immersion, on pourrait parler de tellement d'autres choses, mais je vous ai laissé vraiment, voilà, je vous ai fait vraiment un gros tronc à vous d'aborder tout le reste. N'oubliez pas que vous soyez joueur, créateur et MJ, n'oubliez pas que l'immersion aussi se fait par les bons moments passés ensemble, amis ou juste camarades de jeu.
C'était Jinji pour JJDR. On se verra la prochaine fois. À plus.